France, hiver 1993. Massif central. La plupart des anciens voisins de Jean Morel avaient emménagé dans des chalets en pierre équipés de chauffage central, de fenêtres à double vitrage et de toits bien isolés. Ils disaient que c'était tout à fait normal. Personne de sensé ne passerait une nuit dehors exposé au vent glacé de la montagne, s'il pouvait avoir une porte qui ferme à clé et des murs solides. Jean a démonté sa propre cabane le même jour. Pendant que les autres posaient des briques et colmatèrent les fissures, il roulait des couvertures de laine et ramassait des piquets en bois avec ses enfants. Le sol de la forêt commençait déjà à durcir sous les premières gelées de la saison, lorsque la famille partit pour une clairière isolée, dépourvue d'arbres denses, sans abri naturel. Seulement l'air et le vide. Il va congeler ses enfants par orgueil, murmura un villageois. Cette nuit-là, le thermomètre est descendu à 25 degrés et il a continué de baisser. La structure circulaire et rustique fut assemblée en moins d'une heure. Une cheminée allumée se trouvait au centre. L'entrée était orientée au sud. La fumée montait à la verticale. Mais Jean le savait. Le vent n'était pas encore arrivé. Et il serait glacial. Avant la chute de l'URSS, le village de Saint-Martial-le-Vieux suivait un rythme de vie quasi soviétique, tant il était prévisible. Le camion de bois arrivait le mercredi, celui de fourrage le vendredi. Les subventions agricoles assuraient la subsistance à la campagne. Nombreux étaient ceux qui vivaient déjà dans des maisons carrées et droites, froides à l'extérieur, mais prévisibles, avec l'électricité, la télévision, du riz acheté au supermarché. Jean ne s'est jamais adapté. Même lorsque ses amis d'enfance devinrent employés à la mairie ou à la banque locale, il continuait de faire paître ses moutons à travers les collines, toujours accompagné de ses vieux compagnons. Sa femme Clémence restait silencieuse, les mains marquées par les nœuds des lianes qui servaient à lier la toile de leur cabane. Les enfants, 2 garçons et une fille, évitaient toute conversation. Ils grandirent dans le silence. Peu de gens leur ont rendu visite. Aux réunions de la commune, Jean s'asseyait au fond. Interrogé, il haussait les épaules. Quand on lui disait qu'il était têtu, il souriait. Un sourire discret et fugace. Puis il baissait les yeux. En 1992, le gouvernement français annonça des coupes dans les subventions au chauffage rural. L'hiver suivant serait le premier sans aide de l'État. Le village fut en émoi. On renforça les poêles à bois. On fit des réserves de bois. Certains, pour la première fois, parlèrent de partir pour Paris. Jean est parti dans la direction opposée. Il monta sur la charrette, empila la bâche, rangea les outils, et partit avec sa famille pour une clairière déserte, à 3 jours de marche de là, où le vent soufflait directement des montagnes sans dévier. Ils emmenèrent avec eux sa femme, ses enfants, quelques moutons et un cheval. En voyant le match, un voisin a crié « Allez-vous laisser votre famille mourir par orgueil ?» Jean ne répondit pas. Clémence jeta un dernier coup d'œil en arrière, puis fixa le chemin. Au village, on a ri. On disait que c'était un anachronisme. Cet orgueil n'apporte rien. L'endroit n'avait pas de nom. C'était juste une étendue froide et blanche où le ciel semblait plus proche que le sol. Rien n'y poussait en hiver, et rien n'arrêtait le vent. Le premier matin, avant l'aube, Jean et ses enfants marquèrent le cercle de l'abri d'un pas rythmé. La porte toujours au sud. Le centre, marqué d'un vieil os de vache. À chaque coup de pieu, le vent se levait avec plus de force. Clémence pliait les chiffons comme s'il s'agissait de peau vivante. Le cuir brut était humide. Il fallait de la patience, de la précision. Les enfants ne jouaient pas. L'aîné, Théo, tenait les supports à main nue, même après que la hache eût craqué sous l'effet du froid. La fille, Louise, aidait à amasser des bouses séchées pour alimenter le feu. Le cadet, Paul, s'efforçait de garder les yeux ouverts. « Pourquoi ici ?» murmura Théo en frottant de la glace dans un seau pour la faire fondre. Jean désigna simplement l'horizon. Rien. Pas de maison, pas de fumée. Juste de l'espace pour que le vent passe sans le repousser. Ils dormaient à tour de rôle. Ils mangèrent de la viande séchée et du pain rassis. Le feu brûlait doucement. Chaque étincelle était précieusement conservée. La chaleur n'était pas seulement physique, elle était aussi psychologique. Elle maintenait chacun en alerte. La 3e nuit, le thermomètre à mercure explosa.
L'air me lacéra la peau. La bâche craqua comme si elle allait exploser. Un silence pesant s'installa. Dans le village, les générateurs ronronnaient. On se plaignait du bois de chauffage humide. On dormait sous d'épaisses couvertures. On se demandait si Jean respirait encore. Mais son abri était toujours debout. Et étrangement, ferme. La première tempête de neige est arrivée. Jean le sentit avant même de l'entendre. Un silence pesant, comme celui qui retient son souffle avant un cri. Pas de radio. Aucun avertissement. Seulement la neige qui tambourine contre la bâche, cherchant à s'infiltrer. Clémence entretenait le feu avec un mélange de paille, de fumier et d'urine de mouton, tassé tout au long de l'été. Une combustion lente et persistante. Théo était de service le premier jour. Louise dormait près de sa mère. Paul transpirait malgré le froid, rêvant que le toit s'effondrait. Le matin, la neige lui arrivait à la poitrine. Le toit pliait sous le poids des débris. Jean sortit sans un mot, pelle à la main. La glace lui lacéra la peau. Le manche de la pelle se fendit. Il le nouait avec une corde. Il continua. Toujours seul. Il savait où poser le pied. La 4e nuit, le vent tourna. La paroi de la cabane trembla. Mais elle ne céda pas. La structure, bâtie de tension et de sagesse, réagit avec la force d'un muscle. La porte sud fut condamnée. Une nouvelle entrée fut creusée sur le côté. La fumée cessa de s'élever. La neige recouvrait tout. Clémence la remarquait la première. Les yeux qui brûlaient, la respiration difficile. Sans ventilation, le feu allait la tuer. Jean creusa à main nue, dégageant un passage pour la fumée. Sans outils, juste à la hâte. À son retour, ses mains étaient grises, sa barbe blanche, et il n'avait pas prononcé un mot. Dans le village, les toits craquaient sous le poids du vent. 2 maisons se sont effondrées. Le bois de chauffage n'est pas arrivé. Un bébé a été hospitalisé. Hypothermie. Dans la tente de Jean, le feu était terne mais le silence était pesant. Et vivant. La 9e nuit, le feu s'éteignit. Théo s'assoupit. À son réveil, les braises étaient déjà froides. Il tenta de les rallumer. Ses doigts étaient raides et craquelés. Jean se leva. Il essaya de rallumer le feu avec une torche. Mais les blocs étaient humides, gelés. Rien ne brûla. La température chuta. Le tissu gela de l'intérieur. La vapeur de leur souffle se cristallisa dans l'air. Clémence serra ses enfants contre elle. Elle les enveloppa de fourrure. La fillette tremblait. « Respire par le nez », murmura-t-il. Mais ses lèvres étaient déjà bleues. Paul toussa, sèchement, légèrement. Mais Jean comprit. Il ouvrit le côté de la cabine. Il sortit dans l'obscurité. Le vent hurlait. Le ciel était opaque. Aucune lumière. Aucun bruit d'animal. Seul le crissement des bottes, qui gelaient à chaque pas. Il se dirigea vers l'enclos, où se trouvaient les moutons. Il choisit un jeune mouton encore chaud. Il le souleva à main nue. Il retourna à la cabane. À l'intérieur de la structure circulaire, Jean déposa l'animal entre ses enfants. La chaleur de la bête commença à se répandre. Le souffle chaud du mouton se mêla à celui des enfants. Ce n'était pas du réconfort. C'était de la survie. Une trêve contre le froid glacial. Théo pleurait en silence. Jean ne réagit pas. Il prit son couteau et découpa des morceaux de sa botte en cuir pour improviser un isolant à la base de l'entrée de Fortune. Puis il s'assit, et resta là. Dans le village, la radio annonçait que la température avait atteint 52 degrés. Les murs de pierre se fissuraient. Le générateur tombait en panne. Les familles qui s'étaient moquées de Jean attendaient désormais une aide gouvernementale qui n'arriva jamais. Dans la clairière, aucune demande n'a été formulée. Dans un silence absolu, la chaleur d'un mouton a sauvé 3 enfants. La neige a cessé, mais le danger a augmenté. Sous un ciel clair et sans nuages, le froid s'intensifiait. C'était le zoud noir, pas de neige à fondre, pas de vapeur pour retenir la chaleur, juste de l'air sec, mordant, mortel. Le sol s'était transformé en pierre gelée, même la hache ne pouvait s'y enfoncer. Les tas de fumier, trop secs, brûlaient rapidement, sans dégager suffisamment de chaleur. Les réserves s'amenuisaient. Jean savait qu'il ne tiendrait pas 2 semaines de plus à ce rythme. Il commença à rationner. Il réduisit le feu.
Il découpa un morceau de la bâche sud, pour réparer la déchirure au nord, là où le vent soufflait le plus violemment. La nuit, la température intérieure dépassait à peine 0. Clémence avait de la fièvre. Elle le cachait. Elle disait que ce n'était que de la fatigue. Mais Louise toussait de nouveau, les yeux cernés, le teint trop pâle. Paul le cadet essayait de raconter des histoires pour distraire sa sœur, mais sa voix n'avait plus de force. Le lendemain matin, Jean prit la décision qu'il repoussait depuis des semaines. Sacrifier un mouton. Il était le dernier jeune homme robuste, le seul à avoir encore chaud la nuit. Mais il n'avait pas le choix. Avec des gestes lents, elle prépara l'animal. Clémence utilisa la graisse pour faire un bouillon épais. Les enfants mangèrent en silence. Jean ne toucha pas à son assiette. Le reste de la viande était suspendu au plafond, près de l'orifice central, pour sécher grâce à la faible chaleur qui s'en dégageait encore. La graisse était conservée avec du sel dans des sacs en cuir. Les jours suivants, Jean commença à prendre de plus en plus ses distances. Il creusait la glace pour la faire fondre. Il risquait sa vie sur les dalles glissantes. Le froid était mordant. Ses genoux craquaient. Mais il revenait toujours, avec des branches sèches, des racines ou des pierres qui pouvaient conserver la chaleur. Lors d'une de ses sorties, il est tombé. La glace recouvrait une dépression dans le sol. Jean y posa le pied et s'enfonça jusqu'à la cuisse. Il se déchira le genou. Sa botte se cassa. Lorsqu'il se releva, un morceau de son pantalon était resté collé à la glace. Il l'arracha violemment. Du sang, de la douleur, mais il ne cria pas. Il revint pâle, mais son regard restait fixe. Clémence nettoya la plaie avec du lait caillé et des cendres. C'était tout ce qu'ils avaient. Elle la banda avec des bandes de laine. Le lendemain, Jean sortit de nouveau. Il ne dit rien. Il partit simplement. Quelques jours plus tard, le carburant vint à manquer. Pas de fumier, pas de graisse, pas de racines, rien. Dans le village, la radio s'est rallumée. On annonçait 5 décès, 3 par hypothermie et 2 par inhalation de fumée. Parmi les morts se trouvait Bernard, le voisin qui s'était moqué du départ de Jean. Sa maison, à la périphérie du village, avait perdu son toit lors de la dernière tempête. Le bois de chauffage avait manqué. Les secours ne sont jamais arrivés. Son épouse, Odette, prit leurs 2 enfants dans ses bras et se mit en marche. Où aller? Jusqu'au seul point, à l'horizon, où la fumée s'élevait encore. Basse, régulière, constante. La cabane de Jean. La neige craquait sous leurs pas. Mais ce n'était pas seulement le bruit du froid, c'était le poids de la culpabilité. Odette marchait lentement. Elle portait son plus jeune enfant dans les bras. L'autre, âgé d'environ 7 ans, marchait à ses côtés, les mains sous son manteau ouvert, le visage couvert d'une écharpe improvisée. Ses yeux étaient rouges, non pas à cause des pleurs, mais à cause du vent. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas supplié. Je marchais simplement. Jean était accroupi, recouvrant le sol de cendres et de morceaux de laine brûlés. Il avait mal aux genoux, mais ses yeux restaient aux aguets. Il entendit les pas avant de les voir. Odette s'arrêta à 4 mètres de là. « Je dois réchauffer les garçons », dit-il sans lever les yeux. Pas de plaidoirie, pas de justification. Théo, de l'intérieur, entendit. Il se leva. Il regarda son père. Silence. Jean resta immobile. Puis il se leva. Il dégagea un espace sur le côté de la structure, où la bâche formait une sorte d'abri de fortune. « Il fait plus chaud ici qu'à l'extérieur », a-t-il dit. Odette n'a pas protesté. Elle y installa les enfants. Un carré mal couvert. Mais la chaleur qui s'échappait de la cabane créait un microclimat. Elle s'assit avec eux 2, les serrant contre elle. Louise observait la scène de l'intérieur. Clémence la serra contre elle et la recouvrit d'un autre morceau de fourrure. Il n'y avait ni soupe, ni bois de chauffage. Mais le feu brûlait, et il ne s'éteindrait pas. Le lendemain matin, Jean avait laissé une trace de graisse à côté de la bâche. Sans un mot. Le 3e jour, le fils aîné d'Odette aidait Théo à aller chercher de la neige. Le 5e jour, Clémence servit du thé salé en silence. Le 7e jour, Odette se leva. Continuons. Jean hocha la tête. Il ramassa une lanière de cuir. Il fit un nœud à la botte du garçon qui était en train de se défaire. Il la fait à genoux. Sans se presser,
Odette pleurait, mais elle tourna son visage face au vent. Lorsqu'ils sont partis, la neige était trop profonde pour les sentiers. Jean leur tendit un morceau de feutre épais, non pas comme un cadeau, mais comme une armure. Elle serra le tissu contre sa poitrine. Elle fit un signe de tête, et elle partit. Pas un mot sur Bernard. Désormais, chacun savait qui était tombé, et qui était resté.